Bonjour. Bonjour, chers confrères, Chamet. Heureuse d'être ici parmi vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du doctorat hématoïde, connu sous son nom en France et en Algérie, et en international sous le nom de vascularité IgA. Alors, la vascularité IgA, oui, anciennement appelée purpura de Schönlein-Lenox, donc c'est la vascularité systémique donc la plus fréquente chez l'enfant. Alors, elle touche les petits vaisseaux avec des dépôts d'IgA. Les principaux organes atteints sont évidemment l'intestin, le rein, surtout la peau et les articulations. Et le pronostic à long terme dépend de la présence ou pas de l'atteinte rénale. Alors, l'incidence annuelle, ça fait décrit du registre de 2020. Donc, 3 à 27 cas pour 100 000 enfants, donc plus rare chez l'adulte, avec une incidence de 0,8 à 1,8. Donc, les pays qui ont beaucoup de purpura hématoïde, donc c'est surtout l'Asie de l'Est. Ensuite, un peu moins fréquent en Europe et encore moins fréquent en Afrique. Donc, l'âge principalement entre 4 et 6 ans. Dans 90% des cas, elle survient avant l'âge de 10 ans, rarement avant 2 ans, mais c'est possible aussi. Donc, elle a une tendance saisonnière, surtout automne-hiver, et on a une légère prédominance masculine de 1,5 pour masculin pour féminin. Alors, critères diagnostiques ou plutôt critères de classification, donc de l'ACR 2008. Donc, le critère obligatoire pour poser le diagnostic de purpura hématoïde est le purpura, donc il doit être palpable, donc plus ou moins associé à une atteinte digestive, articulaire ou rénale. Pour être sûr qu'on est au-devant les deux diagnostics, enfin, les deux preuves réelles du purpura hématoïde, c'est surtout l'atteinte cutanée, donc sur le plan histologique. Vous avez la vascularité leucocytoplasmique avec l'hypo-DGA et sur le plan rénal, une GN à IgA. Alors, il n'y a pas de test spécifique pour poser le diagnostic de purpura hématoïde. On inserte une élévation de l'IgA dans 60% des cas, mais sans conséquences cliniques. Alors, là, c'est tiré du registre 2008. Donc, j'ai voulu juste insister sur l'atteinte rénale. Donc, pour parler d'une atteinte rénale, il faut avoir une protéinurie, une hématurie. La protéinurie, elle est définie par une 300 mg par 24 heures. Et l'hématurie, il faut avoir sur le laxix plus ou moins 2 croix de sang, d'accord? Ou bien à l'acido, donc plus de 5 globules rouges par champ. Donc, c'est pas toutes les... Ça nous arrive quand nous aurons des patients qui ont une hématurie une fois au bronchite urinaire pour avoir vraiment une hématurie, c'est de 2 croix et personne. Alors, l'atteinte rénale dans le purpura hématoïde ou dans la vascularité IgA, donc chez l'enfant, c'est dans 20 à 54% des cas. L'atteinte rénale, elle se produit plus fréquemment dans le purpura hématoïde de l'adulte, avec un pourcentage de 45 à 85%. Et l'atteinte rénale, quand elle survient, c'est surtout dans les 6 premiers mois, dans 90 à 97% des cas. Les manifestations cliniques, généralement, dans 60% des cas, c'est une hématurie, d'accord, plus ou moins associée à une protéinurie modérée. 30% des cas, on a une protéinurie de rang néphrotique via une insuffisance rénale. Et dans 20% des cas, ce qu'on appelle les GNFP, les glomérulonéphrite rapidement progressives, qui malheureusement peuvent évoluer vers une insuffisance rénale terminale dans 2 à 15% des cas, en moyenne 8%. Donc, finalement, il faut rechercher cette atteinte rénale, parce qu'on a dit qu'elle conditionnait le pronostic. Obligatoirement, elle doit être recherchée dans les 6 mois, parce que c'est là où elle se produit le plus fréquemment, mais idéalement, 1 année. Donc, pendant 1 année, après l'apparition du PR, il faudra rechercher par bande urinaire, on verra après, l'atteinte rénale. Donc, il n'y a pas de prévention de l'atteinte rénale par des corticoïdes, ça a été testé. Ils ont donné des corticoïdes aux patients avec un PR avant l'installation de l'atteinte rénale et finalement, ils ont reçu ou pas des corticoïdes et ça ne change rien pour l'apparition de l'atteinte rénale. Donc, en prévention, ça sert à rien. Alors, la physiopathie du purpura hématoïde, donc il y a une interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Donc, il y a une prédisposition génétique. Donc, vous voyez, donc il y a une étude de GWAS qui a été faite, donc principalement chez l'adulte. Il n'y a que 2 petites études qui ont été faites chez l'enfant. Et vous voyez qu'il y a une sensibilité au PR quand on est en présence dans la zone intergénique HLA-DQ1 et DQB1. Et la deuxième étude a montré que l'haplotype, donc DK1U et DQB, donc étaient associés à une sensibilité au vascularité IgA, donc au purpura hématoïde, mais pas à d'autres maladies. Donc c'était vraiment une sensibilité que pour le purpura hématoïde. Donc ensuite il y a un facteur déclenchant.
soit c'est un agent infectieux, médicament ou vaccin, allergène. Donc, quand il y a un facteur déclenchant qui survient chez un malade prédisposé, il y a l'installation du purpura hématoïde. Alors, il y a une infection, généralement par des micro-organismes, qui ont une structure antigénique similaire aux cellules endothéliales. Il y a la formation d'anticorps anticellulaires endothéliales et du coup, réaction croisée. On aura ensuite un complexe qui va se former entre les GA1 et ses anticorps. Et là, on aura une production d'interleukine et début de l'inflammation. Donc, il y a aussi une dérégulation du complément qui est trouvée dans le purpura hématoïde. Toutes les voies peuvent être atteintes, classique, alternolectine, mais c'est surtout la voie alternolectine qui est. Alors, on ne peut pas parler de vascularité IgA sans parler d'IgA. Donc, vous avez donc le facteur génétique et infectieux, et la défaut de glycosylation des IgA, donc ils vont devenir des IgA hypoglycosylés. Et ils sont reconnus comme des auto-antigènes, et donc par formation de corps à réagir, à la formation de complexes humains qui vont se déposer au niveau du mésangiome. C'est comme pour le néphropathie IgA, la transférine. Donc il y a une sensibilité à la transférine avec une surexpression du CD71. Donc il y aura un tropisme, ils vont se déposer au niveau du mésangiome, et de là on aura l'escalade inflammatoire. Contrairement, on va voir surtout à l'anapathe, c'est beaucoup plus inflammatoire que la néphropathie IgA. Alors, c'est les recommandations diagnostiques d'un consensus européen. Donc, c'est ces recommandations 2019. Donc, il y a fait des recommandations sur le purpura hématoïde. Et vous voyez, comme les critères, c'est les mêmes. Donc, de la CR 2008, ça n'a pas changé. Là, ils ont pris l'indication de la biopsie cutanée dans le purpura hématoïde. C'est pas indiqué, sauf si on a un doute diagnostique. Et l'atteinte rénale, donc, doit être recherchée par une fonction rénale et une bandelette urinaire. Donc, en complément, on faudra faire une protéinurie sur créatinurie, la recherche de protéinurie ou d'albuminurie. Si on est en présence d'une protéinurie, un pédiatre néphrologiste ou une insuffisance rénale, donc quand il y a une protéinurie ou une insuffisance rénale, on doit se référer au néphrologue. Donc, normalement, si on n'a une hématurie isolée, donc pas besoin de voir un néphropédiatre, un pédiatre seul peut le suivre et rechercher justement, continuer à dépister la protéinurie. Alors, l'indication de la biopsie, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on reçoit beaucoup de PR pour biopsie. Donc, pour les recommandations européennes, il faudra qu'il soit une protéinurie massive. Donc, là, vous voyez, protéinurie massive à 250 mg par millimole pendant au moins 4 semaines. Ou bien, si elle est plus sévère, la biopsie peut être faite plus précocement. D'accord? Et quand il y a une protéinurie modérée persistante, entre 100 et 250, là aussi, il faudra biopsie, ou bien en cas d'insuffisance rénale. Donc, protéinurie sévère, oui. Protéinurie modérée persistante et insuffisance rénale. Alors, pour l'histopathologie, donc, on a surtout donc, une hypercellularité mésangiale, ça c'est le plus important. Ensuite, on aura plus ou moins une hypercellularité endo-extracapillaire. Ça, c'est les extracapes avec un croissant. Là, c'est la prolifération endocapillaire. Plus ou moins l'atteinte des lésions tubulaires et de l'interstitium. On y est, vous voyez, là, c'est des dépôts glomérulaires de l'IgA, donc c'est très prédominant. On a également des dépôts d'IgG, de C3 et complexe de C5B9, parce qu'on a dit qu'il y avait une dérégulation du complément, et rarement un C1q, qui est plutôt spécifique, plutôt du lupus. Alors, les classifications de l'IS4DC, donc de l'histopathologie. Donc, dans la classe 1, on n'a que des lésions glomérulaires minimes. Donc, la classe 2, on a une prolifération endocapillaire. Et en fonction si elle est pure, si elle est segmentaire ou focale, on aura les sous-classes A, B et C. 3, 4, 5, on a une prolifération extra-cap, donc les croissants. Et en fonction du pourcentage, moins de 50%, entre 50 et 75%, et plus de 75%, on classera la maladie. Et pour la classe 6, c'est surtout des gènes GNLP. Donc, c'est pas un problème. C'est vrai que l'ISKDC, vous allez voir, donc prend en compte seulement le glomérule. Donc, il n'y a pas le glomérule, la prolifération mésangiale et endocapillaire. Les lésions tubulaires ne sont pas prises en compte, les lésions chroniques non plus, contrairement à la classification d'Oxford de la néphropathie IgA. Donc, c'est vrai, elle a ses limites. C'est la plus utilisée. D'autres équipes de plus en plus utilisent l'Oxford rectifié,
Mais sinon, dans les recommandations, pour la prise en charge, ils se réfèrent à cette classification. Alors, pour la prise en charge, ça c'est les recommandations donc, de 2019, il faudra d'abord classer votre atteinte rénale. C'est-à-dire, si la classification, c'est entre légère, modérée et sévère. Quand on a une fonction rénale normale, pour eux, c'est plus de 80%, ou bien avec une protéinurie légère à modérée, légère, c'est moins de 100, et modérée, entre 100 et 250. Là, on parlera d'atteinte rénale légère. Si on est en modéré, soit sur l'histologie, ça veut dire que vous avez moins de 50% décroissant biliaire décroissant, donc en stade 3, ou bien une altération de la fonction rénale, ou bien une protéinurie sévère persistante. Là, on est en modéré. Et pour sévère, donc on a plus de 50% de croissant, une essence rénale ou bien une protéinurie persistante. Pour parler de protéinurie persistante, là encore, il détaille encore plus. Quand on est massif, c'est plus de 4 semaines, pour dire qu'elle est persistante. Quand on est à 100 mg millimol, c'est lorsqu'elle persiste plus de 3 mois. Et quand elle est supérieure à 50, pendant 6 mois. D'accord? Donc, il faut bien retenir cette classification, parce qu'elle est utilisée, voilà, dans la prise en charge. Alors, quand on a une hématurie microscopique, d'accord, sans aisance rénale, sans protéinurie seule, ou bien quand on a une protéinurie légère qui n'a pas persisté, là, un suivi, c'est tout. Il recommande juste un suivi. Par contre, si on a une aisance rénale, ou bien une protéinurie qui est sévère, ou bien une protéinurie qui est persistante, là, il faut consulter un néphropédiatre, indiquer une biopsie et voir. Si on est devant une néphrite légère, c'est-à-dire, voilà, donc il n'y a pas de croissant sur l'histologie, la protéinurie, elle est modérée, là, c'est les corticoïdes oraux qui sont indiqués en première intention. Si ça ne répond pas en seconde ligne, vous avez les autres immunosuppresseurs. Par contre, voilà, quand on est en modéré, les premières lignes, c'est surtout les corticoïdes IV, donc pulsés, donc les bolus de corticoïdes, donc 3 jours de suite, avec des corticoïdes oraux. S'il ne répond pas, on passe aux immunosuppresseurs. Et dans les formes sévères, c'est-à-dire, vous voyez, là, c'est surtout quand on a voilà, plus de 50% d'équation, une essence rénale, bien une protéinurie sévère persistante. Là, c'est surtout le cyclophosphamide qui est indiqué, bien sûr en association avec les bolus de corticoïdes et la corticothérapie orale par la suite. Et en seconde, les immunosuppresseurs. Pour eux, les inhibiteurs, donc les IEC, donc, ne sont indiqués à partir de 3 mois, c'est-à-dire quand la protéinurie devient persistante. Et la cyclosporine, donc, n'a pas été, et le cyclophosphamide n'ont pas démontré d'intérêt dans la prise en charge de l'atteinte rénale du docteur hématoïde. Donc voilà, on classe d'abord l'atteinte rénale et ensuite, en fonction de la classe, on traite. Seulement, les hématuries isolées ne sont pas traitées et les protéinuries qui ne persistent pas ne sont pas traitées non plus, mais nécessitent quand même un suivi. Alors, ça, c'était les recommandations européennes. Je vais vous parler maintenant des recommandations françaises. Donc, c'était en 2021. Donc, pour eux, c'est un peu différent. Donc, quand on a une forme sévère, donc syndrome néphrotique ou bien une prolifération extra-cap à la biopsie. Donc là, il faut mettre des bolus de corticoïdes et corticothérapie orale. Pour rappeler la forme sévère des recommandations européennes, c'était plus cyclophosphamide. Là, c'est corticoïdes avec bolus et corticothérapie orale. Donc, en cas d'échec, en cas de détérioration de la fonction rénale, pardon, échange plasmatique doit être envisagé. Donc, ça, c'est pour l'atteinte sévère. Quand vous avez des formes modérées, donc pour eux, c'est des protéinuries de rang néphrotique, c'est-à-dire massive, mais pas de syndrome néphrotique, ni d'essence rénale associée, avec une prolifération endocap sans croissant à la biopsie. Là, une corticothérapie orale pendant 4 à 6 mois, elle est indiquée. Ensuite, les formes légères, néphropathie IgA. Donc, quand on a une hématurie ou bien une protéinurie moins de 100 mg par millimol, on ne traite pas, mais on surveille. S'il y a une augmentation de la protéinurie, ou bien si elle persiste, là, on traite. Et dans tous les cas, s'il y a un échec de corticoïdes, là, il faut passer les immunosuppresseurs. Pour eux, c'est plus MMF. C'est pas ils ont pris plusieurs études comme référence pour sortir ces recommandations. Donc, les MMF est le plus utilisé, mais d'autres immunosuppresseurs peuvent être envisagés également. Et dans tous les cas, pour eux, les inhibiteurs donc les IEC, les antiprotéiniques, donc, doivent être utilisés dès le départ. Alors que la recommandation européenne, c'était d'attendre 3 mois. Et sur ça, ils sont basés sur cette étude. Donc, en 2014,
Donc là, vous voyez, ça, c'est la protéinurie et ça, c'est le délai, enfin, le délai d'introduction pour introduire les IEC. Donc, par jour. Et là, vous voyez, plus on tarde à introduire les IEC, plus on a de protéinurie. Là, ils ont pris donc on a une introduction voilà, des IEC à 1 mois. Donc ça, c'est en continu. Et là, donc après 1 mois, et là, c'était, donc, avant 15 jours. Et vous voyez, donc, quand on introduit tardivement les IEC, on garde quand même une protéinurie assez élevée. Alors, quand on donne les IEC avant 15 jours, vous voyez que la protéinurie, finalement, dans ce groupe, elle est beaucoup plus basse. Donc, sur cette recommandation, sont basées pour dire qu'il faut donner des IEC. Et je les rejoins sur ça. On peut rien donner des IEC. Donc, pour moi aussi, donc, quand on a une protéinurie dans notre service, on donne des IEC et on n'attend pas. Dès le départ, quand on a une protéinurie, on donne des IEC en parallèle. Donc, et là, après avoir parlé du chapitre thérapeutique, c'est surtout le pronostic. D'accord? Et ce qui est sorti, donc, c'était une méta-analyse qui ont pris des études de longue série. Et ce qui a été facteur de mauvais pronostic, donc vous avez le syndrome néphrotique. Ça sort avec très significatif. L'association d'un syndrome néphrotique et d'un syndrome néphritique aigu, un taux de DFG bas dans l'essence rénale et un âge plus avancé. Plus on avance à l'âge, plus c'est de mauvais pronostics. Donc, ce qui n'a pas été associé à un mauvais pronostic, c'est la présence d'HA ou bien d'un syndrome néphritique aigu seul, sans syndrome néphrotique. Et ce qui a été corrélé à une bonne évolution, hématurie, ou bien une protéinurie modérée avec hématurie. Donc, sur plusieurs séries, ce qui a été retenu comme facteur de mauvais pronostic, c'est surtout ces 4-là. D'ailleurs, c'est ce qui définit les formes sévères, où on recommande justement d'utiliser des immunosuppresseurs, des corticoïdes. Donc, un syndrome néphrotique, un syndrome néphritique et néphrotique, une essence rénale, et quand on avance dans l'âge. Alors, ça, c'est une étude, donc, ils ont pris les purpures hématoïdes, mais sans croissant. Donc, juste des classes 2. Et ce qui a été démontré, donc l'âge est, c'était pas significatif pour l'âge, pour l'insuffisance, si, pour l'âge, si. L'âge était un facteur de mauvais pronostic, les IEC, les corticoïdes. Et ce qui sort surtout de cette étude, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Dans le groupe, vous avez une rémission complète. Bizarrement, ils sont plus protéinuriques que ceux qui ne sont pas en rémission. Et l'explication, elle est là. Donc, vous voyez, ça, c'est le groupe qui a reçu une protéinurie, donc, qui est là dans la protéinurie, elle est inférieure à 1 gramme, donc une protéinurie légère. Ça, c'est une protéinurie modérée, donc 1 et 3 grammes. Et ça, c'est une protéinurie sévère. Et ça, c'est les probabilités de rentrer en rémission. Et vous voyez, bizarrement, quand il y a peu de protéinurie, ben, le taux de probabilité de rentrer en rémission, elle est plus faible. Alors, quand on a une protéinurie sévère, les probabilités de rentrer en rémission sont plus élevées. Et ça s'explique pourquoi? Parce qu'on a tendance justement à traiter ces formes sévères. Vous voyez en bas, le groupe qui ne répond pas, c'est celui qui n'a pas été traité. Non, c'est celui qui n'a pas reçu de traitement. Parce qu'on a tendance, quand on voit une protéinurie légère, bien modérée, de ne pas donner de corticoïdes. En tout cas, c'était les recommandations des CADIGO de 2012. On ne donnait pas de traitement pour les formes modérées. Et du coup, ben, finalement, c'est ceux qui ne rentraient pas en rémission. Ils gardaient justement cette protéinurie. Par contre, dans les formes sévères, où il y a une protéinurie massive, là, généralement, on s'inquiète, on donne des corticoïdes, on donne des immunosuppresseurs et ça marche. Donc, il y a une forte probabilité de rentrer en rémission quand on donne un traitement. Alors, il y a aussi cette étude, donc, sur les facteurs de mauvais pronostic. Là, c'est surtout, ils ont pris, donc, c'était une série de 42 patients. Donc, ça, c'était de la durée du syndrome néphrotique. Donc, c'est sûr, le syndrome néphrotique, quand il est de mauvais pronostic, ça, on est tous d'accord. Mais ils sont intéressés sur la durée du syndrome néphrotique. Et là, vous voyez, ça, c'est des personnes dont le syndrome néphrotique a dépassé les 3 mois. Le stade 1, donc, c'est l'évolution de outcomes. Donc, quand on est en stade A, c'est des patients qui sont rentrés en rémission. Le stade B, une atteinte modérée. Au LAPSIX, on a une belle atteinte rénale, mais sans insuffisance rénale. Et le D, on a une atteinte rénale, une insuffisance rénale en dialyse, donc en stade terminal, ou bien un décès. Et vous voyez, vous voyez la répartition, c'était 22 patients qui avaient un syndrome néphrotique plus de 3 mois et 19 sur moins de 3 mois. Donc, l'échantillon était assez bien réparti. Et vous voyez,
Sur les 22, 10 sont passés en terminale, ou bien décédés. Donc, ils ont un mauvais pronostic sur la durée. Alors, quand on a un syndrome néphrotique qui est connu déjà comme facteur de mauvais pronostic, mais quand il ne dépasse pas les 3 mois, vous voyez, aucun n'est passé en terminale. Et la même chose pour l'insuffisance rénale, ce qui nous avait surpris, c'est qu'en absence d'insuffisance rénale initiale, ils sont quand même passés au stade terminal, d'accord? 2 patients. Et c'est pas à 10 ans, c'est pas à 20 ans. Dans cette série, il y a eu des insuffisances rénales terminales à 6 mois, à 8 mois, donc très précoces. Et chez ces 2 patients, c'était à 42, 48 mois. Donc quand même. Dans les 3 à 4 ans qui ont suivi, ils sont passés en séance terminale pour une maladie qui se disait bénigne. Et là, en multivarié, donc le syndrome néphrotique, voilà. Ce qui sort, donc c'est vrai que l'insuffisance rénale est un facteur de mauvais pronostic, les croissants aussi, l'âge des premiers symptômes, le type de traitement. En univarié, tous ces éléments sont des facteurs de mauvais pronostic. Mais en multivarié, le seul qui sort de mauvais pronostic, c'est la persistance du syndrome néphrotique. Là aussi, ils ont vu sur les délais de biopsie. Et vous voyez, donc ça, c'est des patients, donc ça, c'est le délai entre la biopsie et le purpare-hématoïde, le délai entre le purpare-hématoïde et l'atteinte rénale. Et là, on va voir surtout l'atteinte rénale avec la biopsie. Et vous voyez, donc, ça, c'est les croissants et ça, c'est les lésions chroniques. Et quand vous voyez les lésions chroniques, donc, ils sont présents. C'est 60, donc 71%, c'est 71 patients, donc 57 avaient des lésions chroniques. Donc finalement, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient un retard de biopsie, un retard. Le délai était de 57 jours comparé à un délai de 19 jours. Donc là, c'était 71% qui avaient de présence de lésions chroniques. C'était important. Et ce qui a été aussi, vous allez voir aussi, là, ils ont pris une biopsie qui a été faite avant 30 jours et après 30 jours. Et vous voyez, même on a beaucoup plus de lésions chroniques après 30 jours, à 52, mais ils sont également présents avant 30 jours. C'est pour dire que la maladie, elle est très, très, très active. D'accord? Là, c'est une autre étude. Et juste pour dire que les lésions chroniques, là, c'était en multivarié. Donc, soit la persistance de la protéinurie, bien la prolifération, l'âge, qui sont également des facteurs de mauvais pronostic, mais ce qui est sorti, c'est les lésions chroniques, c'est quand ils sont présents, on a un mauvais pronostic, tout simplement, parce qu'ils seront insensibles au traitement. D'accord? Quand on a des lésions chroniques, on aura beau donner de corticoïdes ou d'immunosuppresseurs, ça ne va pas changer. On va agir que sur les lésions actives. Et de là, c'est pour dire qu'il faut biopsier tôt, traiter tôt. Donc, je vais vous partager l'expérience de notre service. Donc, c'est une étude prospective donc sur 10 ans. Donc, au niveau du centre de Hachette Canastel, donc l'étude rapporte surtout la prise en charge et l'évolution de nos patients, donc avec une atteinte rénale. On a pris en compte donc les patients présentant une vascularité IgA avec atteinte rénale diagnostiquée sur les critères de l'ACR. Et on a analysé, les valeurs quantitatives ont été exprimées en médiane plus rang interquartile et les variables qualitatives en pourcentage. Alors, le nombre de patients est de 22. On n'a pas eu de légère prédominance masculine, c'est presque la même chose, 12 garçons aussi. Le caractère saisonnier a été retrouvé surtout automne-hiver chez 15 malades. L'infection a été retrouvée chez 22% et la durée de suivi en médiane était de 2 mois. Là, c'est la répartition en fonction de l'année. Donc, il y a eu des années où on n'a pas eu de malades. Et finalement, notre plus grand pic, c'est par an, c'est de recevoir, comme par exemple 2018, 2019 et 2016, 4 atteintes rénales de purpare-hématoïde. En 2022, 2. Alors, le diagnostic de purpare-hématoïde, donc en médiane, c'était 6,4, je vous ai dit. L'âge principal, c'était 4 à 6 ans. Et l'atteinte rénale est survenue à 6 ans aussi, donc à peu près 2 mois après. Donc, dans les 90% des cas, donc l'atteinte rénale est survenue avant 6 mois. Donc, le premier mois, on a eu 68% des cas qui ont eu leur atteinte rénale. Entre 1 et 6 mois, donc 23. Donc, c'est pour dire l'intérêt du dépistage dans les 6 premiers mois. Mais finalement, même après une année, on a eu une atteinte rénale à 1 an et à 2 ans. Et bon, 1 an, mais à 2 ans, c'était vraiment exceptionnel. Est-ce que vous souhaitez
Ça a été, on est passé à côté, il n'y a pas eu un bon dépistage, donc possible. Donc, la présentation clinique de nos patients, donc on avait un patient unimétorique isolé, seul. 6 avaient une protéinurie associée à l'hématurie, 4 avaient une protéinurie massive, 7 avaient un syndrome néphrotique, 1 avait un syndrome néphritique aigu, 4 étaient en insuffisance rénale, 2 GNRP et 1 hypertension. Alors, le nombre de PBR était de 54%, donc on a réalisé 12 PBR sur 22. Donc, les indications des syndromes néphrotiques, protéinurie de neurones néphrotiques, les GNRP, insuffisance rénale et protéinurie persistante. On a eu 2 refus de PBR. Et par la suite, on n'a pas insisté parce que c'est des patients qui ont bien évolué et une contre-indication à l'anesthésie chez un syndrome de cartagénaire. Alors, le délai entre l'atteinte rénale et la biopsie, donc, était de 37 jours. Parce qu'il y a eu 37 jours. Moi, je vous ai parlé de moins de 30 jours, plus de 30 jours pour biopsie. C'est vrai que des fois, on tarde à biopsie, problème de logistique. Parce qu'on programme 2 à 3 biopsies par semaine. On peut pas faire plus parce qu'on laisse date au niveau de la service de réa. Donc, c'est juste une logistique. Donc, on priorise les patients qui ont une GNRP, une insuffisance rénale. Et donc, des fois, on a des retards de biopsie. Par contre, sur la prise en charge, même quand on traite avant la biopsie, à défaut, dans les recommandations, ils traitent suite à la biopsie. Nous, on peut pas se permettre, quand on a une protéinurie, quand on a un syndrome néphrotique, d'attendre la biopsie, surtout que vous avez vu, le retard de prise en charge conditionne le pronostic. Donc, quand on traite d'abord, on commence le traitement par corticoïde, pas forcément bolus, et ensuite, on fait la biopsie quand on peut. Donc, 2 biopsies retardées, une pour HCA et une suspicion de périarthrite noueuse. Donc, le délai entre le diagnostic, voilà. Donc, 30% de biopsies ont été faites avant un mois et 7 après un mois. Donc, les résultats de la biopsie, on a eu surtout des classes 2. Donc, 7 patients, 4 avaient une classe 3 et une classe 4. Alors, le bilan immunologique a été fait chez 14% des 22, soit 63% des cas. Chez 3 patients, on a eu des encas légèrement positifs. Les biopsies cutanées, donc, on a fait chez 2 patients. Chez qui on avait un doute diagnostique, un patient qui avait un purpura nécrotique, voilà. Et donc, on a vérifié un AVORL parce qu'on avait suspecté une vascularite autre que le purpura hématoïde et on a retrouvé un bombement du cavern. Là, on s'est encore plus inquiété. On a fait une TDM, une biopsie cutanée, et finalement, vascularite cytoclasique. Et malheureusement, on n'a pas pu d'IF, mais finalement, c'était un PR. Donc, suspicion, ça, c'était la première indication de biopsie cutanée qu'on a faite. Et la deuxième, suspicion de périarthrite noueuse. Là, c'était un purpura sous forme de bulle hémorragique. Il avait, bien sûr, les autres atteintes digestives, articulaires et tout, mais sur l'aspect du purpura, on avait eu un doute. Donc, on a quand même biopsié. On n'a pas biopsié. Sur l'avis dermato, il y avait écrit suspicion de périarthrite noueuse. Donc là, on était obligé, on pouvait pas faire de biopsie sur périarthrite noueuse. Donc, ce qu'on avait fait, on a fait une biopsie cutanée, mais qui n'a pas été concluante. On a poussé par non-GE rénal, donc pour pouvoir faire la biopsie, et finalement, c'était un PR. Alors, pour le traitement, 27% n'ont pas reçu de traitement, donc aucun, sont rentrés en rémission spontanément. 50% ont reçu des UEC, avec une durée médiane de 24 mois. 16 ont reçu des corticoïdes oraux, avec une durée médiane de 4 mois. IV, 7 ont été bolusés, 4 ont reçu de l'MMF avec une médiane de 16,5 et l'endoxone a été mis chez 2 patients. Donc, alors, l'évolution, d'abord, donc la rémission complète a été obtenue chez 95% des cas, délai de négativation de la protéinurie 2 mois, donc ça va, on était bon. Et délai de négativation dans néphrotique, 18 jours, on a eu une rechute chez 2 patients à 14 mois et 32 mois. Donc, à 32 mois, il était même sous MMF, malheureusement, mais il a quand même rechuté. Et d'ailleurs, il a gardé une protéinurie. Donc là, c'est la forme légère, des hématuries isolées avec protéinurie non persistante. Donc là, on n'a pas fait de biopsie, on a abstention thérapeutique et finalement, tous étaient en rémission complète. Forme modérée, donc hématurie protéinurie, HCA, là c'était une hématurie protéinurie de rond néphrotique et un syndrome néphritique aigu avec élément néphrotique.
Donc, la plupart étaient de classe 2, d'accord? Et vous voyez, là, c'est déformé de ré. Et quand même, l'histologie, on a 2 classes 3, 3 classes 2. Donc, finalement, c'est pas si... On a l'impression que c'est rien, mais finalement, c'est des classes 3. Donc, la majorité ont été traités par corticoïdes. Celui avec la protéine massive, il a reçu des bolus. Et celui de syndrome néphritique aigu n'a rien reçu parce que finalement, ça a bien évolué seul. Malheureusement, là, vous voyez, c'était une forme modérée et qui a quand même persisté. Donc là, c'était en décembre 2022, après 6 mois de traitement. Là, elle avait négativé finalement en janvier, mais vous voyez, ça prend du temps. Alors qu'il y a des formes, on va voir après, plus sévères, qui rentrent en rémission. Donc, on a eu 2 GNRP avec une indication de dialyse. On a fait les bolus d'endoxone chez 2 patients où on avait une suspicion de vascularite. D'ailleurs, dès qu'on a obtenu la biopsie, on avait arrêté. Ils sont rentrés en rémission. Et là, vous voyez, on avait des classes 2, des classes 3, donc vraiment hétérogènes. Là, par exemple, vous avez les syndromes néphrotiques et finalement, on a des classes 3. Alors que dans l'insuffisance rénale, des fois, on a des classes 2. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de concordance. En majorité, il y a eu une rémission complète, sauf chez la patiente qui avait récidivé sous MMF, elle garde une protéinurie. Et là, il a fait une deuxième poussée traitée par MMF, mais qui a fini par négativer. Donc là, on a fait des patients ceux qui avaient des croissants à la biopsie et ceux qui n'en ont pas. Tout était relativement comparable, à part le syndrome néphrotique. Vous voyez que chez les patients dans le groupe qui avaient des croissants, on avait 40% des patients avaient un syndrome néphrotique contre 28% chez les patients qui n'en avaient pas. Et chez les groupes qui avaient des croissants, c'est celui dont la protéinurie a persisté plus de 3 mois. Donc, notre limite supérieure, c'était 7 mois. Alors, en conclusion, le purpuromatoïde ou vascularite IgA, donc étiqueté dans les années 70 comme une atteinte, comme maladie bénigne. Finalement, avec la venue des études et des longues séries, d'après des follow-up de 20 ans, 30 ans, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas si bénin que ça. Ça conduit à l'insuffisance rénale. Et donc, il faut dépister l'atteinte rénale. Malheureusement, on peut pas prédire un pronostic individuel par patient, parce que vous voyez, c'est syndrome néphrotique, l'âge, l'insuffisance rénale, tout est intriqué. Mais ça nous encourage justement pour traiter. Donc, ceux qui gardent une protéinurie en insuffisance rénale, le syndrome néphrotique, il ne faut pas hésiter à traiter et à biopsier, bien sûr. Et ceux qui ont une hématurie isolée, protéinurie qui n'est pas persistante, il faudra quand même les suivre, et sans indication de biopsie ou un autre traitement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, sans regarder le service de pédiatrie, CHU de la baisse.